Nous allons tout de suite passer à l'intervention suivante d'Elisabeth Humbert, qui est professeure de lettres dans un lycée de Versailles et qui a obtenu son doctorat en littérature française en décembre 2023 à Paris 3, à la Sorbonne Nouvelle, sur le sujet théâtralité et représentation dans l'œuvre de Guy de Maupassant, sous la direction de Philippe Hamon. Elle a publié plusieurs articles et participé à plusieurs colloques autour de la théâtralité et du tragique quotidien dans l'œuvre de Maupassant, et elle est également chargée de cours en français langues étrangères à Paris, à Polytechnique et à l'école de Louvre, et elle s'intéresse particulièrement aux relations entre les différentes formes artistiques et leur transposition d'un médium à l'autre, et elle fait partie également de notre CA des Amis de Flaubert et de Maupassant, et notamment elle va organiser pour l'année prochaine promenade, c'est bien ça, si je ne me trompe pas, voilà. Une randonnée. Bien. Merci beaucoup. Merci à tous d'être là aujourd'hui. Alors, j'ai choisi de parler donc, de Maupassant et de la musique, mais à travers le prisme de la philosophie de Schopenhauer. Alors, je vais essayer de ne pas trop m'éloigner quand même du sujet. Donc, Maupassant, Achille nous l'a rappelé tout à l'heure, a une extrême sensibilité visuelle, qui n'est plus à démontrer, et il est évidemment un cliché de penser qu'il n'avait... Pardon, la technologie m'échappe un peu. Voilà, qui n'avait pas d'oreille musicale. Sa sensibilité musicale était largement discutable. Alors évidemment, oui, on a en tête les lettres qu'il écrit. Je n'aime pas la musique, j'ai horreur de la musique. Lorsqu'il écrit à la comtesse Potocka, il compare un concert de Massenet à, je cite, une exécution de sa patience. Donc, évidemment, oui, il y a des expressions telles que celle-ci. Cependant, dans la chronique intitulée « Les Si », Maupassant va fustiger l'opéra pour justement valoriser la musique. Et pour lui, il faudrait tout simplement supprimer l'opéra. Tout le monde y gagnerait. Les indifférents, on n'énerverait plus. Le public, dont on sauvegarderait le goût et l'intelligence. L'art, en la personne des musiciens qui, une fois débarrassés du désir de gagner beaucoup d'argent, feraient enfin de la vraie musique. Alors les scènes d'opéra dans l'œuvre, effectivement, on pense à Fort comme la mort ou le concert privé organisé par Michel de Burne dans Notre cœur, sont en réalité prétexte à développer des idées sur le paraître mondain, le spectacle en fait dans la salle. Or, il se trouve que Maupassant, comme beaucoup de ses contemporains, adore Schopenhauer. Et son œuvre tout entière est imprégnée de sa philosophie. Dans une lettre à Gisèle Destock, il écrit en effet en janvier 1981 « J'admire éperdument Schopenhauer et sa théorie de l'amour me semble la seule acceptable. » Selon Roger-Paul Droit, également, peut-être n'y a-t-il aucun philosophe qui ait exercé sur la vie artistique et culturelle une influence si profonde et si durable. Alors si on retient aujourd'hui surtout le versant pessimiste de sa philosophie, il faut rappeler cependant que, musicien lui-même, Schopenhauer a fait une place toute particulière à l'art de la musique. Et selon Richard Wagner, il serait le premier philosophe qui a su donner une explication claire des effets de la musique et lui assigner sa place dans l'ensemble des arts. Dans ce contexte, on pourra se demander aujourd'hui de quelle manière les réflexions philosophiques de Schopenhauer autour de la musique résonnent dans l'œuvre de Maupassant. Donc, dans un premier temps, on va voir quelle est la présence de Schopenhauer dans l'œuvre de Maupassant. Alors, il apparaît d'abord comme l'un des protagonistes d'une nouvelle qui est intitulée « Auprès d'un mort », publiée en 1883 dans le Gil Blas. Cette histoire se passe à Menton, où le narrateur dit connaissance avec un Allemand poitrinaire qui est en train de mourir. Et ce malade lui montre tout de suite un livre de son maître Schopenhauer, annoté de la main de l'auteur lui-même.
Il lui raconte ensuite avoir veillé le corps de son maître autrefois. Et comme le cadavre de celui-ci commençait à sentir mauvais, il était passé de l'autre côté, dans une pièce à côté, pour échapper à l'odeur. Mais soudain, un bruit l'a fait frémir d'angoisse. C'était le dentier tombé à côté à cause du travail de décomposition du mort et qui avait fait se desserrer la mâchoire. Alors, au-delà de la dimension comique de ce texte et surtout de la part fantastique qui émerge à travers le thème de la peur, ce récit retient l'attention sur les développements que le narrateur va faire concernant le philosophe. Je cite: « On proteste ou qu'on se fâche, qu'on s'indigne ou qu'on s'exalte, Schopenhauer a marqué l'humanité du sceau de son dédain et de son désenchantement. Jouisseur désabusé, il a renversé les croyances, les espoirs, les poésies, les chimères, détruit les aspirations, ravagé la confiance des âmes, tué l'amour, abattu le culte idéal de la femme, crevé les illusions des cœurs, accompli la plus gigantesque besogne de sceptique qui ait jamais été faite. Il a tout traversé de sa moquerie et tout vidé. Et aujourd'hui même ceux qui l'exècrent semblent porter malgré eux, en leurs esprits, les parcelles de sa pensée. » Alors cette philosophie de Schopenhauer, comment peut-on très rapidement, puisque je ne suis pas du tout spécialiste, donc je ne me lancerai pas sur ce terrain, mais rapidement voir quand même quels sont les grands principes du monde comme volonté et comme représentation. Donc selon Schopenhauer, l'être humain se laisse irrésistiblement guider par trois forces, celle de l'avoir, celle de l'être, du paraître, pardon, au détriment toujours de l'être. Donc selon Schopenhauer, la volonté est une force irrationnelle et aveugle qui pousse les individus à désirer sans cesse, ce qui engendre inévitablement l'insatisfaction et la douleur. Puisqu'en effet, une fois le désir satisfait par la possession, eh bien, on s'ennuie et cela nous conduit vers un nouveau désir dans un cycle sans fin. Et seul l'art permet de rompre ce cycle infernal dans la contemplation esthétique. Alors eux seuls, donc la contemplation esthétique et l'art, permettraient d'échapper, même temporairement, à la souffrance. Concernant la musique, elle tient une place tout à fait à part pour Schopenhauer et permet donc à l'être humain de se hisser hors de la sphère de cette volonté, qui ne se résume qu'en une alternance de désir et d'ennui. Que l'art, en général, nous permet de dépasser ce stade pour nous amener à une expérience où on ne désire plus posséder, mais uniquement contempler. Et donc la musique sera pour le philosophe le modèle du sublime, c'est-à-dire le stade de la connaissance pure. Or, dans l'œuvre de Maupassant, nombre de personnages se disent ravagés par la musique. Dans la nouvelle Un fou, par exemple, Maupassant définit ainsi la musique. Deux corps se heurtent, l'air vibre. Ces vibrations sont plus ou moins nombreuses, plus ou moins rapides, plus ou moins fortes, selon la nature du choc. Or, nous avons dans l'oreille une petite peau qui reçoit ces vibrations de l'air et les transmet au cerveau sous forme de son. Imagine qu'un verre d'eau se change en vin dans la bouche. Eh bien, le tympan accomplit cette incroyable métamorphose, le surprenant miracle de changer le mouvement en son. Dans Monturiol également, le personnage de Paul s'exprime ainsi. Quand j'écoute une œuvre que j'aime, il me semble d'abord que les premiers sons détachent ma peau de ma chair, la fondent, la dissolvent, la font disparaître et me laissent comme un écorché vif, sous toutes les attaques des instruments. Et c'est en effet sur mes nerfs que joue l'orchestre, sur mes nerfs à nu, frémissants, qui tressaillent à chaque note. Je l'entends la musique, non pas seulement avec mes oreilles, mais avec toute la sensibilité de mon corps, vibrant des pieds à la tête. Rien ne me procure un pareil plaisir,
ou plutôt un pareil bonheur. Alors, pour illustrer ce développement philosophique de Schopenhauer sur la musique et l'idée de contemplation pure, nous allons tenter d'analyser de plus près la nouvelle de Maupassant publiée dans le Gaulois le 20 novembre 1882, intitulée Menuet. Alors, dans ce récit, le narrateur explique avoir été touché au plus profond de son âme par un spectacle bouleversant. Il s'agit d'une émotion qui est entrée en lui, je cite, comme de longues et minces piqûres inguérissables. Cette émotion, c'est celle qu'il dit avoir ressentie en faisant connaissance un matin à la pépinière du Luxembourg avec un ancien maître de danse à l'opéra du temps de Louis XV. Celui-ci vient quotidiennement se promener entre les allées et lorsqu'il se sent bien seul, il exécute quelques pas de danse du temps jadis. Il a épousé la Castrice, une grande danseuse de son époque, et il fait au narrateur une démonstration de cette danse, le menuet. Selon lui, la reine des danses est la danse des reines. Et le narrateur s'exprime ainsi. Je les regardais, le cœur troublé de sensations extraordinaires, l'âme émue d'une indicible mélancolie. Il me semblait voir une apparition lamentable et comique, l'ombre démodée d'un siècle. J'avais envie de rire et besoin de pleurer. Alors cette émotion bouleversante, c'est celle de la pitié que le narrateur ressent face à ce spectacle d'un autre siècle. Et la pitié, c'est aussi le prisme à travers lequel la musique nous parle en atteignant directement le plus profond de notre âme, selon la philosophie de Schopenhauer. Pour le philosophe, en effet, la musique, qui va au-delà des idées, est complètement indépendante du monde phénoménal. Elle l'ignore absolument et pourrait en quelque sorte continuer à exister alors même que l'univers n'existerait plus. On ne peut pas en dire autant des autres arts, et c'est pourquoi l'influence de la musique est bien plus puissante et plus pénétrante que celle des autres arts, car ceux-ci n'expriment que l'ombre, tandis qu'elle parle de l'être. Elle est invisible, qui va au-delà des phénomènes, car elle s'exprime donc directement sans médium, comme les mots ou bien les couleurs pour la peinture. Alors, dans la nouvelle de Maupassant, il n'y a pas de musique, mais uniquement la danse qui reste de ce menuet perdu. On pourrait dire que c'est donc encore plus schopenhauerien que Schopenhauer, puisque celui-ci explique que les effets de la musique perdurent au-delà de la musique elle-même. Alors les deux personnages du menuet sont émus par leur propre danse, mais c'est surtout le narrateur qui, en spectateur de cette scène émouvante, une sorte de retour à un paradis perdu, laisse pénétrer en lui cette pitié, cette compassion. Pour Schopenhauer, en effet, je cite, « Il y a dans la musique quelque chose d'ineffable et d'intime. Aussi passe-t-elle près de nous, semblable à l'image d'un paradis familier, quoique éternellement inaccessible. Elle est pour nous à la fois parfaitement intelligible et tout à fait inexplicable. Cela tient à ce qu'elle nous montre tous les mouvements de notre être, même les plus cachés, délivrés désormais de la réalité de cette vie. » Le narrateur est donc spectateur, et c'est en regardant les danseurs qu'il peut accéder à cette révélation de l'essence du monde. En effet, le philosophe nous explique cela à travers l'image de la pomme. Vous voyez, la pomme, lorsqu'on regarde une pomme, eh bien, on se trouve devant une alternative. Soit on la mange, soit on la regarde. Donc, si on la mange, eh bien, à ce moment-là, on revient dans le cycle infernal de la volonté qui nous oblige à posséder, être frustré, à de nouveau désirer autre chose, tandis que la contemplation, eh bien, celle-ci nous permet d'accéder à une expérience où l'on ne désire plus et où l'on jouit de la contemplation seule à travers l'émotion ressentie. Maupassant écrit « Je les regardais, les personnages qui dansent, le cœur troublé de sensations extraordinaires. L'âme émue d'une indicible mélancolie. » La musique, donc, cet art suprême,
permettra de se hisser hors de la sphère de la volonté pour donner accès au sublime. D'ailleurs, le narrateur était d'emblée décrit au début de cette nouvelle Menuet comme un peu philosophe au début du récit. Je cite : « J'étais jeune alors et j'étudiais le droit, un peu triste, un peu rêveur, imprégné d'une philosophie mélancolique. Je n'aimais guère les cafés bruyants, les camarades braillards, ni les filles stupides. Je me levais tôt, et une de mes plus chères voluptés était de me promener seule vers 8 heures du matin dans la pépinière du Luxembourg. » Alors, vous voyez, solitude, mélancolie, horreur du bruit, horreur de ses semblables, et des femmes en particulier, autant de traits communs avec le philosophe Schopenhauer. Pour terminer, sur cette nouvelle Menuet, elle peut également se lire comme une ode à la mélancolie, dans le parallèle avec le poème Colloque sentimental de Verlaine. En effet, le poème utilise un vocabulaire très similaire pour décrire le cadre. Verlaine évoque un vieux parc solitaire et glacé, Maupassant un jardin oublié de l'autre siècle. Et les protagonistes sont dans un même esprit de nostalgie pour le XVIIIe siècle. Si le narrateur du récit maupassantien éprouve une indescriptible pitié devant le spectacle de Menuet, le lecteur de Verlaine ressent cette même compassion d'un amour évanoui dans le vide d'un temps à jamais disparu. Les vers courts et fluides de Verlaine accentuent la rapidité du passage du temps et l'évanescence des sentiments qui renforcent l'idée que tout est éphémère, tandis que la description de Maupassant insiste sur ces actions virevoltantes des deux personnages dans leur vain effort de vouloir rattraper un temps perdu. Alors le narrateur imagine à la fin de Menuet ce qu'aurait pu être devenu ce couple de vieux danseurs, et c'est là qu'on accède à cette dimension fantastique qu'on trouve bien sûr chez Verlaine. Et je cite : « Que sont-ils devenus sans le cher jardin d'autrefois, avec ses chemins dans labyrinthe, son odeur du passé, les détours gracieux des charmilles? Sont-ils morts? Errent-ils par les rues modernes comme des exilés sans espoir? Dansent-ils, spectres falots, un Menuet fantastique entre les cyprès d'un cimetière, le long des sentiers bordés de tombes au clair de lune ?» Donc les deux œuvres, au-delà d'une ode nostalgique, non seulement n'ont plus besoin de la musique originelle, car à travers l'émotion, elles atteignent la contemplation suprême, telle qu'elle est définie par Schopenhauer, mais elle leur permet également d'accéder à l'expérience du temps. Et en effet, cette expérience de la musique qui permet à l'être de se dégager du cycle temporel, la danse du couple de Menuet par exemple, donne accès à une sorte de suspension temporelle, tandis qu'elle permet aussi à Olivier Bertin, protagoniste de Fort comme la mort, de s'échapper à la réalité dans deux scènes emblématiques qui ont été étudiées par mon amie Catherine Botrel dans le numéro 20 du cahier dont on vous a fait la publicité il y a quelques minutes. Au début, dans le chapitre 3, Olivier Bertin entend une symphonie de Haydn, et c'est alors qu'il éprouve, donc je cite, son imagination s'en allait comme une folle, grisée par les mélodies à travers des songeries douces, d'agréables rêvasseries, etc. Et à la fin du roman, la représentation du Faust de Gounod brouille pour Bertin les repères temporels, et la musique va ainsi mettre à nu sa mémoire. Bertin n'entendra pas la fin de l'opéra. Alors, comme Olivier Bertin, eh bien, un autre personnage, Swann, va faire l'expérience du temps à travers la musique quelques décennies plus tard dans l'œuvre de Proust, à la recherche du temps perdu. En effet, cette petite phrase de la sonate de Vinteuil va lui révéler les émotions du passé. La musique n'est pas seulement une forme d'art, c'est dans le roman de Proust une expérience sensorielle et émotionnelle qui transcende toute temporalité. Le compositeur Vinteuil définit ainsi la musique comme une révélation de l'âme. Nous entendrons tout à l'heure un petit extrait. Elle devient un moyen d'explorer la subjectivité du temps
puisque chaque note va réveiller des émotions, des souvenirs. Proust nous montre ainsi que l'expérience musicale est intimement liée à la perception subjective du temps et que l'art nous permet d'accéder, tout comme l'ont exprimé Schopenhauer et Maupassant, à des moments de contemplation pure. Donc revenons à Maupassant, à cette contemplation pure, et elle pourrait rejoindre ce que Maupassant appelle l'illusion. Et dans le texte théorique qu'il nous a laissé, intitulé le roman, communément appelé la préface de Pierre et Jean, eh bien, Maupassant utilise abondamment le verbe composer et toutes ses déclinaisons. Pour nous émouvoir, comme l'artiste l'a été lui-même par le spectacle de la vie, il doit la reproduire devant nos yeux avec une scrupuleuse ressemblance. Il devra donc composer son œuvre d'une manière si adroite, si dissimulée, d'apparence si simple, qu'il soit impossible d'en apercevoir et d'en indiquer le plan, de découvrir ses intentions. Alors la présence de la musique, comme vous le voyez, apparaît dès lors comme une donnée non négligeable dans la création même de Maupassant. Il définit son travail de romancier comme celui d'un compositeur qui doit traduire les vibrations du monde réel en un style unique, destiné à rendre l'émotion subjective qui sera ressentie par le créateur. C'est ainsi qu'on revient au sous-titre de mon intervention, cette citation du peintre Nicolas de Staël, « Il faut peindre à 1000 vibrations le coup reçu ». Dans la nouvelle Une partie de campagne également, le narrateur opère une focalisation sur un rossignol perché sur une branche, tandis que se déroule au bas de l'arbre l'acte sexuel en train de s'accomplir. Alors, le texte avait préparé en amont la scène, puisqu'Henriette, dans la Yole conduite par Henri, s'émerveille à l'idée d'entendre un rossignol. Un rossignol, elle n'en avait jamais entendu. Et l'idée d'en écouter un fit lever dans son cœur la vision des poétiques tendresses. Un rossignol, c'est-à-dire l'invisible témoin des rendez-vous d'amour qu'invoquait Juliette sur son balcon. Cette musique du ciel accordée au baiser des hommes. Cet éternel inspirateur de toutes les croyances, de toutes les romances langoureuses qui ouvrent un idéal bleu aux pauvres petits cœurs des fillettes attendries. Donc l'image de l'oiseau qui va précipiter le dénouement de l'acte sexuel préparé dès le début du récit par de nombreuses allusions, va dès lors entraîner la narration qui va se centrer sur l'oiseau uniquement. Il n'y aura aucune description du couple au bas de l'arbre. Et donc Maupassant le narrateur va décrire le chant du rossignol plutôt que l'action des personnages. Je cite, « Une ivresse envahissait l'oiseau, et sa voix, s'accélérant peu à peu comme un incendie qui s'allume, une passion qui grandit, semblait accompagner sous l'arbre un crépitement de baisers. Puis le délire de son gosier se déchaînait éperdument. Il y avait des pâmoisons prolongées sur un trait de grands spasmes mélodieux. Quelquefois, il se reposait un peu, filant seulement 2 ou 3 sons légers qui terminaient soudain par une note suraiguë. Ou bien il partait d'une course affolée, avec des jaillissements de gamme, des frémissements, des saccades, comme un chant d'amour furieux, suivi par des cris de triomphe. Alors cette focalisation exclusive sur l'oiseau laisse au lecteur le soin d'imaginer l'acte qui a lieu au-dessous. Et la force de l'image réside surtout dans la musique. Et ce cadrage qu'il choisit par Maupassant répond sans aucun doute, à cette volonté d'évoquer par des vibrations l'émotion ressentie. En réalité, pour voir la scène, il faut fermer les yeux et il faut écouter. Fermer les yeux et écouter, c'est aussi ce qu'on ressent dans le silence. Le silence permet en effet de s'imprégner des vibrations. Ces vibrations reçues pour les laisser s'exprimer en soi, afin de les retransmettre dans la création qui va naître. C'est alors qu'on pense à tous ces moments de recueillement dans l'œuvre de Maupassant, que ce soit dans le roman Une vie ou dans Belle Amie, au moment où un personnage s'éteint
et que seul un petit bruit permet de mesurer le silence d'un souffle qui disparaît. Ainsi, si pour Schopenhauer, c'est la musique qui permet de se glisser hors de la tragédie du temps, pour Maupassant, quant à lui, il semblerait que ce soit le silence qui permette d'accéder à cette conscience du temps qui passe et rythme nos vies. En effet, le personnage de Jeanne ne sait vivre que dans le passé ou les rêves d'avenir, ce que d'aucuns ont appelé le bovarisme. Je cite, « Elle se met partout des souvenirs comme on jette des graines en terre, de ces souvenirs dont les racines tiennent jusqu'à une mort. C'est seulement dans la scène où elle veille sa mère morte que dans le silence, le bourdonnement d'un insecte et le tic-tac de la pendule lui ouvrent enfin un accès au moment présent de sa douleur. » Pour conclure, si pour Schopenhauer, la musique permet seule d'accéder à l'idéal de l'être, Maupassant, lui, va plus loin. Le bruit répété et répétitif d'une mécanique étant synonyme de mort, il va choisir plutôt la mélodie de la nature pour faire perdurer la sensation de vie. L'être existe alors même que la musique n'est plus. C'est la leçon de Menuet. L'œuvre existe alors que même la vibration de la musique a disparu. L'œuvre de Maupassant tout entière serait ainsi composée de cette manière. L'auteur reçoit les vibrations et tente de les transmettre au monde. Je cite une des dernières lettres, donc une lettre de Maupassant à Jean Bourdeau, où il s'exprime ainsi. « J'ai parfois de courtes et bizarres et violentes révélations de la beauté, d'une beauté inconnue, insaisissable, à peine révélée par certaines idées, certains mots, certains spectacles, certaines colorations du monde, à certaines secondes qui font de moi une machine à vibrer, à sentir et à jouir délicieusement frémissante. Je ne peux pas communiquer cela, ni l'exprimer, ni l'écrire, ni le dire. » Alors Maupassant est donc bien un visuel, comme on l'a dit au début de cette intervention, mais ces images prennent naissance dans les 1000 vibrations originelles qui frappent l'artiste et lequel pourra les transmettre à son tour dans la musicalité des mots, les émotions ressenties. N'est-ce pas là la définition même du poète? Je vous remercie. Swann tenait les motifs musicaux pour de véritables idées d'un autre monde, d'un autre ordre, dévoilées de ténèbres inconnues, impénétrables à l'intelligence, mais qui n'en sont pas moins parfaitement distinctes les unes des autres, inégales entre elles de valeur et de signification. Quand après la soirée Verdurin, se faisant rejouer la petite phrase, il avait cherché à démêler comment, à la façon d'un parfum, d'une caresse, elle le circonvenait, elle l'enveloppait. Il s'était rendu compte que c'était au faible écart entre les 5 notes qu'il a composées et au rappel constant de 2 d'entre elles qu'était due cette impression de douceur rétractée et frileuse. Mais en réalité, il savait qu'il raisonnait ainsi, non sur la phrase elle-même, mais sur de simples valeurs, substituées pour la commodité de son intelligence à la mystérieuse entité qu'il avait perçue avant de connaître les Verdurin, à cette soirée où il avait entendu pour la première fois la sonate. Il savait que le souvenir même du piano faussait encore le plan dans lequel il voyait les choses de la musique, que le chant ouvert aux musiciens n'est pas un clavier mesquin de 7 notes, mais un clavier incommensurable, encore presque tout entier inconnu, ou seulement, ça et là séparé par d'épaisses ténèbres inexplorées, quelques-unes des millions de touches de tendresse, de passion, de courage, de sérénité qui le composent, chacune aussi différente des autres qu'un univers d'un autre univers, ont été découvertes par quelques grands artistes qui nous rendent le service, en éveillant en nous le correspondant du thème qu'ils ont trouvé, de nous montrer quelle richesse, quelle variété cache à notre insu cette grande nuit impénétrée et décourageante de notre âme que nous prenons pour du vide et du néant.
Vinteuil avait été l'un de ces musiciens. Alors, merci beaucoup Elisabeth pour cette présentation qui nous montre à quel point la philosophie de Schopenhauer était importante dans la pensée de Maupassant, notamment sur la musique. Et j'aime beaucoup le fait que Schopenhauer aussi évoque la musique comme quelque chose d'ineffable, d'impossible à traduire. Et c'est le cas de Maupassant aussi, c'est comme ça qu'il le qualifie. Et aussi l'importance de la vibration. Mais oui, merci. Alors, est-ce qu'il y a peut-être des questions pour Elisabeth? Pierre Fleury. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Et c'est peut-être pas la question la plus intelligente, hein, mais parce que vous avez dit au début que, en fait, on dit que Maupassant n'aime pas la musique, mais en fait, c'est parce qu'il n'aime pas la musique qu'on lui sert. Et que, effectivement, peut-être qu'on fait juste de l'anachronisme, mais comme avec Flaubert, au fond, si de nos jours on nous servait que du Taylor Swift, peut-être qu'on dirait nous aussi qu'on n'aime pas la musique, alors qu'on a juste envie d'écouter du Palestrina. Et en fait, l'offre à l'époque de Maupassant, c'est vrai qu'elle est extrêmement homogène, qu'on va aller entendre des extraits d'opéra de Massenet probablement mal chantés et un peu cheesy, et donc finalement, on peut peut-être aussi se replacer là-dedans et comprendre comme ça. Et donc je voulais juste savoir si on savait éventuellement quelle musique Maupassant appréciait. Est-ce que des musiques qui sont beaucoup moins jouées à l'époque, mais qu'il aurait éventuellement pu découvrir, je sais pas, du Bach ou des auteurs un peu plus niches d'Europe. Je sais pas si on sait ça, ou voilà, par rapport à l'opéra qui effectivement peut jouer comme un contre-modèle parce que c'est la musique un peu cheap par excellence et de l'époque, je veux dire. Hein. Oui, c'est-à-dire que Maupassant adorait le théâtre. Et donc pour lui, l'opéra, c'était ni de la musique ni du théâtre. Donc c'était une sorte de composition un petit peu baroque, dans le mauvais sens du terme. Alors pour vous répondre, j'ai uniquement en tête le compositeur Caïn d'Anvers qui prétendait qu'en fait Maupassant n'était sensible qu'au rythme militaire. Donc voilà. Je ne peux pas dire, mais il faudrait rechercher effectivement peut-être certains de mes collègues spécialistes pourraient répondre, mais là, à part les rythmes militaires, je ne sais pas ce qu'il écoutait comme musique. Pierre-Albert Questelé. Oui, en tous les cas, pour illustrer musicalement ce que vous venez de nous dire, et si on était dans une émission radiophonique, on aurait pu écouter le Rossignol en amour de François Couperin, par exemple, qui est une très belle pièce pour clavetin et qui rejoint vraiment tout ce que vous avez dit à ce niveau-là. Merci beaucoup. C'est juste pour compléter ce qu'a dit Elisabeth Ambert en fait, sur le fait que Maupassant n'aime pas la musique. Effectivement, c'est à propos de l'opéra qu'il va répéter ça. Et puis, ce sont des choses qu'il dit notamment dans sa correspondance, mais je pense qu'il faut prendre un petit peu de distance aussi par rapport à sa correspondance, parce que parfois il a tendance à exagérer. Et en réalité, c'est quelqu'un qui apprécie la musique. Donc, j'en reparlerai dans mon récit de voyage. Donc, par exemple, il aime beaucoup Wagner, Paganini, donc des grands compositeurs comme ça. Et il va à l'opéra et comme l'a dit Elisabeth, il y a des choses qu'il ne supporte pas. Donc, par exemple, la pièce de Massenet, elle dure 5 heures, d'après mes souvenirs. Donc, en fait, il dit, bon, il va falloir que j'endure cette torture, mais on peut le comprendre aussi. Si, voilà, il faut qu'il écoute de la musique pendant 5 heures, même les mélomanes que nous sommes, c'est assez difficile. Donc, je pense que ça apparaît de manière assez forte parce qu'il le dit aussi en disant « Ah, j'aime pas du tout la musique », mais par ailleurs, dans ses écrits, et c'est ce que tu montres, il montre au contraire à quel point il est ouvert à l'écoute, à la musique et j'aime beaucoup aussi le fait qu'il ne transcrit pas forcément. Ce sont les silences qu'on entend. Oui, on rejoint ce que disait
Damien Bauge tout à l'heure, c'est vrai que c'est assez musical, finalement. Lui, il décrit l'oreille. C'est ça qui l'inspire, ce sont les sens, en fait. C'est cette sensorialité de la musique.